Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter Club Deal, le podcast qui démocratise et décortique le monde de l'investissement immobilier et de la finance personnelle. Je suis Loïc Audet et depuis 10 ans, en cofondant ImmoCities, j'ai bataillé afin de rendre l'investissement locatif accessible au plus grand nombre en accompagnant des milliers d'investisseurs à bâtir ou développer leur propre patrimoine immobilier. Et dans cette toute nouvelle saison de Club Deal, je vous propose, en compagnie de mes invités experts et surtout passionnés de finance, de découvrir ensemble les stratégies qui vous permettront enfin de mettre votre argent au travail. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Salut Didier, merci de nous rejoindre sur Club Deal. On était en plein débat. Donc là, il n'y a pas longtemps, le masque, on peut circuler quasiment sans masque partout, sauf dans les transports en commun. Et Didier, tu nous viens d'où ? Je viens de Paris. Là. Je partage ma vie entre Paris et Deauville, en fait. Donc, bon, ça va. Mais là, je venais de Paris. Voilà. D'accord. Donc, masque dans les transports. Masque dans le bus. J'ai pris le bus. Ouais, bon, ça va. Ça ne devait pas être trop long. Non. Et du coup, voilà, ça c'est génial. Plus de masques dans les endroits, les zones publiques, sauf transport. Et du coup, je pense que vous l'avez entendu, on va parler du cheval et puis on peut dire l'industrie du cheval. Oui, on peut dire l'industrie, la filière du cheval, le Porsche. Oui, il y a une industrie derrière tout ça, oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, comment on sait comment investir intelligemment dans l'immobilier, dans l'investissement locatif qu'on aborde plus que régulièrement sur Club Deal. On peut investir dans des Porsche, des montres de luxe, des NFT, de l'art. Enfin, on a vu quand même pas mal de choses. Et aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on va s'intéresser au monde équestre. Donc, comment investir dans ce milieu-là ? Et j'imagine qu'il y a plusieurs façons d'investir. Investir dans un cheval, après c'est plus du jeu, hein, c'est du turf. Jouer et parier sur des chevaux, c'est un pari, c'est pas vraiment un investissement. On peut pas parler d'investissement sur le pari. Donc mais tu t'y connais un peu là-dedans ou pas du tout ? Sur le pari, ouais. Tous les gens qui s'intéressent au cheval parient un peu de temps en temps. Je suis pas un très très gros parieur, mais quand j'ai un de mes chevaux qui court, j'aime bien mettre une petite pièce dessus, oui bien sûr. Ouais. Bon, je sais pas si ça rapporte beaucoup. Bon, ça c'est du jeu, donc c'est autre chose. Et est-ce que Didier, tu peux te présenter en quelques mots sur toi, ton parcours et comment tu as découvert cet univers qui est quand même assez fantastique. Alors, je m'appelle Didier Crinck et effectivement, je suis dans l'univers du cheval depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. J'ai été absolument fasciné par les courses au départ et je rêvais d'être jockey, mais déjà quand j'avais 14 ans, je mesurais 1m86, c'était impossible. Voilà. Ouais, tu es grand. Donc je me me suis mis... Alors, le problème, c'est pas tellement d'être grand, c'est qu'il faut pas peser beaucoup. Donc il faut peser 52-53 kilos maximum. Donc en mesurant 1m86, ça veut dire vraiment qu'il faut être filiforme, ce qui est compliqué. Donc... moi, j'ai monté à cheval, j'ai fait de l'équitation à assez bon niveau d'ailleurs, de manière quasi semi-professionnelle. Donc j'ai toujours aimé le monde du cheval. Et puis progressivement, tout en menant des études d'ingénieur et en étant chef de projet informatique, j'ai eu mes propres chevaux et je me suis mis un jour par hasard, comme ça j'ai travaillé comme consultant pour... un organisme qui s'appelait l'Agence française de vente du pur sang, qui est un nom compliqué, mais qui est simplement une agence qui organisait à l'époque les ventes de yearling à Deauville. D'accord. Voilà. Pour expliquer un peu pour entrer un peu dans le détail. Les fameuses ventes de yearling à Deauville, ça a lieu tous les ans au mois d'août. C'est le moment où tous les yearlings... Alors qu'est-ce qu'un yearling ? C'est un poulain qui a eu un an au 1er janvier de l'année en cours. D'accord. Et qui a donc entre 14 et 16 mois, et il est prêt à quitter le haras où il est né pour aller à l'entraînement et commencer à apprendre son métier de cheval de course. Okay. Il est pré-dressé ou... je sais pas si non. Alors, c'est les haras qui les vendent comme ça, yearling, voilà. Ça sort du haras et
Et donc on les achète, et celui qui l'achète, le premier truc qu'il fait, c'est ce qu'on appelle le débourre, quoi. D'accord. Le débourre, il le pré-entraîne, qu'on appelle. Puis après, il va à l'entraînement, et pour les plus précoces d'entre eux, il commence à courir l'année d'après, donc à 2 ans. Ouais. Et ça, c'est à peu près, je sais pas moi, 25-30% des chevaux qui sont capables d'être précoces à ce point-là. Puis les autres commencent un peu plus tard, fin d'année de 2 ans, début d'année de 3 ans, quoi. Voilà. C'est quoi l'espérance de vie, façon de dire? L'espérance de vie, elle est de 25-30 ans. Un cheval peut courir pendant... Non. C'est ça la question. Non. Les chevaux sont, chez les pur sang, hein, je parle juste des pur sang galopeurs, je parle pas des trotteurs, qui sont une autre race, c'est quelque chose, si vous voulez bien, on va se concentrer sur le galop, sinon on va se disperser. Non, faut pas se disperser. Voilà. Et donc, chez les galopeurs, toute la carrière, les programmes de course dans le monde entier sont basés sur l'année de 3 ans. D'accord. Où il y a ce qu'on appelle, donc c'est là où on appelle ça les classiques au printemps, c'est-à-dire toute la génération de 3 ans est sélectionnée, d'un côté les femelles, de l'autre côté les mâles, et les mâles ont ce qu'on appelle vers le mois de mai-juin un derby. Ouais. Hein, donc entre mâles de 3 ans, les femelles, ils ont ce qu'on appelle les Oaks ou le prix de Diane. En France, le derby, c'est le prix du Jockey Club. Les Oaks, c'est le prix de Diane. Il y a le Kentucky Derby, le Irish Derby, le Derby d'Epsom, on mélange pas les femelles et les mâles. Alors, jusqu'au printemp de leurs 3 ans, ils suivent une filière séparée. Ok. Et puis après, à partir de juillet-août et de l'entrée, on mélange les sexes et on mélange les générations. C'est-à-dire que la génération de 3 ans est mélangée à la génération qui a 4 ans, 5 ans, pour mesurer les générations et les étalonner entre elles, quoi, voilà. Okay. Donc ça, c'est le programme dit de sélection. Et donc, je dirais que les très très bons chevaux, une fois qu'ils ont 4-5 ans, ils n'ont plus de bonnes courses à courir. Okay. S'ils ont été suffisamment bons, ils ont tout le palmarès qui va bien pour aller directement au haras et devenir reproducteurs, quoi. Et il faut savoir que ça correspond, pas de 5 ans, un cheval, ça correspond à 20-25 ans pour un être humain, quoi. Donc, donc c'est une carrière assez courte. Ouais. C'est une carrière, comme c'est très cardiaque, ça se compare un peu à la natation, ça se pratique très jeune. Et après, mais c'est comme les gens en natation, ils font ça à 16, 18 ans, il y a 20 ans, 25 ans, c'est terminé, quoi. Donc, voilà. Il commence déjà, il y a un déclin qui s'opère déjà, un déclin, façon de dire, hein. C'est-à-dire que les chronos sont moins bons, même s'ils sont plus entraînés. C'est un peu le moment où effectivement. Voilà, voilà. Donc on les sélectionne. Puis comme c'est une sélection sur de l'élevage, on veut tester leurs qualités très très jeunes, et pas des qualités qui seraient liées à du travail humain dessus, qui ferait que les qualités ne seraient pas innées mais acquises, quoi. Ok, compris. Et donc c'est une règle depuis 200 ans dans le monde entier. On fait une sélection sur des chevaux assez jeunes, quoi. Donc les très bons chevaux, à 4 ans, 5 ans, ils ont terminé, ils rentrent au haras. Et par contre, les chevaux un peu moins bons, ils peuvent avoir des courses jusqu'à 10-12 ans, quoi. Donc, ah bon oui. Ok. Et du coup, il n'y a pas de ils ne peuvent pas être rétrogradés pour du trot, par exemple, ou d'autres disciplines. Alors non, parce que est-ce qu'ils peuvent faire d'autres disciplines? La réponse est oui. Du trot, non, parce que les courses au trot, c'est vraiment une autre race de chevaux. D'ailleurs, ça s'appelle le trotteur. D'accord. Le trotteur français. Alors que la race de chevaux qui courent, c'est les pur sang, qui est une race internationale. Il y a des courses de pur sang et de galopeurs dans le monde entier. Des courses de trotteurs, c'est beaucoup plus... Il y a très très peu de pays dans lesquels il y a des courses de trotteurs. Même si c'est très très populaire en France, en fait, c'est populaire en Suède, un peu en Italie. Ça l'était aux États-Unis, c'est un peu moins. Enfin voilà, maintenant. Mais d'accord. Les courses le pur sang galopeur, il est international. Le studbook est international, Du coup, j'imagine que... il y a un commerce autour de ça. Alors, absolument, bien sûr. Justement, ces fameuses ventes de yearling, c'est donc la vente de l'année, de la production française de l'année. Alors, il y en a une au mois d'août, il y en a une au mois d'octobre, il y en a plusieurs dans l'année, mais il y a d'autres ventes ailleurs, dans
dans le monde. Il y a des ventes en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, en Australie, partout. Ok. Quoi, voilà. Et donc il y a des personnes qui sont là pour faire leur marché. Absolument. Je dirais le yearling, c'est le produit roi, quoi. Vous pouvez acheter tout type de chevaux. Le cheval, il peut s'acheter à n'importe quel moment de sa vie. de sa vie. Vous pouvez l'acheter foal quand il est bébé au pied de sa maman, ou vous pouvez l'acheter dans le ventre de sa mère, vous achetez la mère pleine. Vous pouvez acheter. Mais le produit phare, le produit roi, vraiment celui qui attire le plus de monde, c'est le yearling. Voilà, c'est le yearling. Parce que c'est le moment où il passe de produits d'élevage à produits de course, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils sortent du haras et il va faire sa nouvelle vie de cheval de course, et là, il change de propriétaire. Donc, c'est l'éleveur qui vend à son futur propriétaire, quoi. Donc, du coup, dans cette phase de yearling, du coup, on a quoi ? On a, en tant qu'acheteur, on a un catalogue Absolument, il y a des catalogues qui sont produits 4 ou 5 mois à l'avance. Alors, avec les pédigres et les chevaux, on étudie les pédigres et les chevaux. Mère et de après, avec le palmarès de la après, mère. il faut aller les voir avant qu'ils passent en vente pour essayer de regarder un peu de quoi ils ont l'air, s'ils ont une bonne conformation, s'ils marchent bien, s'ils ont du charisme ou pas. Après, on se fait entourer, si on n'y connaît rien, il faut se faire entourer d'un professionnel qui choisit le cheval pour vous, et puis en fonction du budget qu'on a. Alors évidemment, le cheval, s'il a à la fois le bon pédigré, le bon physique, et qu'il a une bonne conformation, c'est-à-dire qu'il n'a aucun défaut physique, d'aplomb, etc., il va coûter très très cher. C'est un peu comme pour faire un peu le parallèle, le monde des chiens et des chats, où il y a une confirmation, en gros on confirme qu'il correspond aux standards, parce qu'il y a des standards, j'imagine. Alors alors je voulais parler de conformation, pas de confirmation, de conformation. De conformation. Et dans ce qu'on cherche, c'est surtout, alors la conformation, c'est surtout ce qu'on cherche, c'est un cheval qui a des bons aplombs. On va lui demander de courir très très vite. Si jamais il est un peu cagneux, un peu panard, un peu machin, c'est le risque pour qu'il se fasse mal en galopant vite, il est plus grand que s'il est parfaitement bien fait, quoi. Ça veut pas dire qu'il y a pas des chevaux cagneux ou panards qui n'ont pas gagné des bonnes courses dans l'histoire, mais je dirais qu'a priori, quand vous l'achetez, vous avez envie d'éviter ce genre de défaut, parce que le risque que le cheval se fasse mal en galopant vite, il est plus grand. D'accord. Et il y a des haras, j'imagine, qui sont plus... il doit y avoir aussi une part des haras qui sont plus connus que d'autres, ou en tout cas qui sont plus reconnus. Absolument. Il y a des haras qui ont ce qu'on appelle une jumenterie, c'est-à-dire des qualités de poulinière qui sont plus importantes, qui investissent dans des meilleurs saillies, donc qui produisent des chevaux qui ont de meilleurs pédigrés. Et sur ces chevaux-là, si jamais ils ont la bonne conformation et qu'ils ont un physique attirant, forcément, ils font plus d'argent que les autres. Et alors, si vous voulez, alors il y a grosso modo, si vous prenez un bon étalon et une bonne jument, vous les croisez, vous avez 70% de chance d'obtenir un bon cheval. Alors, ces 70% justifient les gros investissements sur les très bons pédigrés, sur les choses comme ça, et puis les 30 autres % justifient tous les autres rêves, quoi. Okay. Parce que tous les ans, il y a un bon cheval, il y a une belle histoire qui est née par fagot et bout de bois, qui ressemble à rien et qui donne un champion, quoi. Donc il y a des histoires comme ça, il y en a plein partout, et ça nourrit les rêves de tous ceux qui n'ont pas les moyens de mettre beaucoup d'argent dans les chevaux, quoi. Ok, en se disant peut-être celui-là, parier sur le bon cheval, c'est ce qu'elle veut dire. Dans cette chaîne de valeur, en fait, tout commencerait presque par la semence du mâle, presque. Absolument, les étalons, donc il y a tout un marché sur les saillies des étalons, donc les étalons rentrent au haras, et après il y a un prix de saillie qui est fixé. Alors il faut savoir que dans le pur sang de course, l'insémination artificielle n'est pas autorisée, donc c'est forcément la monte naturelle qui fait, c'est pour limiter le nombre de naissances par... D'accord, moi j'étais persuadé que justement au contraire ça se monnayait comme ça. Ok. Donc donc vous achetez une saillie et la jument doit venir rencontrer le mâle, et se faire saillir, et voilà. D'accord, donc ça se passe, c'est une rencontre physique. Voilà. Ok, ok, c'est ce qu'on appelle la monte naturelle. La monte naturelle. Qui prend les frais en charge Les frais de quoi? Les frais de veto, parce que j'imagine que c'est le propriétaire. Une fois que vous êtes propriétaire de votre cheval, c'est à vous de le soigner, de payer les frais veto, les frais d'entraînement. C'est celui du mâle ou celui de la femelle?
J'ai pas compris. Celui qui prend... donc le mâle arrive sur place. Enfin, c'est le mâle qui se déplace ou c'est la femelle qui se Non, déplace? c'est la femelle qui va recevoir les talons. La femelle se fait saillir et après elle rentre chez elle. Donc c'est le propriétaire de la femelle qui prend le propriétaire de la jument. C'est lui qui prend tous les frais. Se paye la saillie et après le produit lui appartient. D'accord. Ok. Et donc s'il lui appartient, ben voilà, c'est lui qui. Ok. Perte et fracas, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, c'est payé. Alors, en général, il y a des conditions ça s'appelle live fall, c'est-à-dire vous ne payez la saillie qu'une fois que le poulain est né. D'accord. Mais quelquefois, il y a ce genre de conditions, c'est des conditions de négociation commerciale, je dirais. Mais le plus souvent, c'est ça la condition qui est prépondérante, quoi. D'accord. Et les haras, évidemment, il y a un peu de tout. Il y a des mâles et des femelles, de manière générale, et c'est un échange, j'imagine. Alors non, être étalonnier, c'est quand même un métier un peu particulier, parce que les mâles sont un peu plus difficiles à maîtriser. Enfin bon, je veux dire, ça ne se gère pas de la même manière, quoi. Ouais. Donc il y a certains haras qui n'ont que des juments. Et puis il y a certains haras qui ont 1 ou 2 étalons, d'autres qui ont 10, 15 étalons parce qu'ils sont organisés pour, quoi. Ok. Qui achète ces poulains? Alors c'est des gens qui sont passionnés de course et qui ont envie de faire courir. Alors si vous voulez, il y a une grande partie du marché qui sont composés donc de propriétaires qui sont des gens qui achètent des chevaux pour les faire courir eux-mêmes. Et il y a une partie du marché qui sont constitués de gens qui sont des professionnels et qui achètent pour faire de la plus-value derrière, quoi. Ok. Donc, il y a des grands propriétaires, j'imagine des personnes qui en achètent plusieurs. Alors, pas forcément des grands, puisque vous avez tous les prix. Hein, c'est vraiment, vous pouvez avoir un bon yearling pour le prix moyen au mois d'août. Ça doit être 100 000 euros, et le prix moyen sur la vente de seconde catégorie, ça doit être 50 000 euros. Okay. Alors c'est un peu d'argent, mais c'est pas non plus... Alors évidemment, on entend parler dans les journaux que des top price qui font plusieurs millions, mais ça c'est 1 ou 2 chevaux dans la vente, mais en fait, en vrai, les moyennes de prix sont de quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros, quoi. Ok, voilà. Donc 50, 100 000 pour... Voilà, si vous avez un budget 50-100 000, il faut chercher un peu. Parce qu'évidemment, pour ce prix-là, il faut faire l'impasse sur quelque chose, quoi, soit sur la lignée maternelle, soit sur la renommée de l'étalon, soit sur... je vous déconseille de faire l'impasse sur la conformation, parce qu'en général, c'est quand même un individu que vous achetez. Et il se peut si vous voulez, la probabilité pour qu'un individu qui n'ait pas un très très bon pédigré, mais qui soit un très bel individu, devienne un bon cheval, est supérieure au fait que le cheval qui a un très bon pédigré, mais un physique pas facile, devienne bon, quoi. Voilà. Ok, donc si je suis... Est-ce que, du coup, maintenant on est un peu à l'ère du Web 3 quasiment, est-ce que on a des concepts de personnes qui achètent à plusieurs ou en crowdfunding des chevaux? Alors oui, il y a des associations possibles. Vous pouvez vous associer avec 3 ou 4 copains et puis vous mettre à 4 sur un cheval qui vous plaît. Chacun assume. D'ailleurs, c'est complètement intégré dans l'administration de France Gallo, qui est l'organisme qui gère les courses en France. Hein. Mais enfin, il y a le Jockey Club en Angleterre. Enfin, ils ont tous ils savent, je crois, jusqu'à 10. Vous pouvez très bien dire, voilà, sur ce cheval-là, il y a 10 propriétaires. Et donc, les frais, les charges et les gains sont répartis à 10. Après, il faut s'entendre pour choisir l'entraîneur, les engagements, choses comme ça. Enfin bon, faut bien s'entendre. Et ça, c'est le premier point. Puis il y a le deuxième point qui sont les écuries de groupe. Ça, c'est ce que j'ai créé, moi. J'ai créé une écurie de groupe qui s'appelle l'écurie Bualdi. Où là, il y a c'est un club d'investisseurs, il y a une trentaine de personnes, quoi, qui ont investi un peu et qui sont donc co-actionnaires d'une écurie, enfin d'une société, une société qui elle-même est propriétaire de plusieurs chevaux, quoi. D'accord. Et le ticket d'entrée, justement, un ticket d'entrée pour entrer rentrer dans l'écurie Bualdi, en tout cas faire partie de l'aventure, ça serait combien ?
Alors, l'écurie Vivaldi, on l'a créée. Au départ, c'était des tickets d'entrée à 15 000 euros. Après, ça a été 20 000 euros, entre 20 et 25 000 euros. Parce que les chevaux devenaient de plus en plus chers ou parce qu'aussi peut-être meilleure sélection, meilleure renommée Alors, au début, on a démarré, on était 7 ou 8. Donc, c'est vraiment, il faut voir ça comme un club d'investisseurs, quoi. Donc, si vous voulez, vous vous souvenez de cette règle des 70-30 que je vous ai dit. Si vous avez ça en tête, vous savez que dans le marché du cheval, si vous avez envie de rêver un peu, si vous voulez, il n'y a que le haut de gamme qui vous permet de rêver un petit peu. Il y a que si vous tapez, si vous essayez de viser le haut de gamme, sinon si vous tapez dans le bas de gamme, vous allez peut-être avoir un coup de chance, mais c'est comme de jouer à la loterie, quoi. Vous ne pouvez pas baser la stratégie d'une entreprise sur le fait que vous allez gagner au loto tous les ans, quoi. C'est pas possible. Il faut forcément avoir une stratégie qui tienne la route statistiquement, quoi, je dirais. Donc c'est comme une allocation de risque en investissement. Exactement. Au final, voilà, exactement. Et j'ai monté l'écurie avec des gens qui géraient des fonds d'investissement et qui géraient des SICAV et tout dans les banques. On a fait exactement la même chose, c'est-à-dire que, et donc pour taper dans le haut de gamme, il faut acheter cher, et pour acheter cher, quand on n'a pas les moyens, il faut mutualiser, et nous on a mutualisé puissance 2. D'accord. C'est-à-dire, la première façon de mutualiser, c'était déjà de créer un club d'investisseurs. Chacun mettait 20 000 et puis voilà. Ça donnait, au début on était 7-8, ça a donné 150 000 euros, 200 000 euros. Et puis en même temps aussi, sur chaque cheval, au lieu d'acheter 100% du cheval, on prenait une participation dans un cheval. Ça, j'ai fait jouer le fait que j'avais un bon réseau dans le microcosme, des courses, que je connaissais bien un certain nombre de pour être partenaire de chevaux. C'est-à-dire que déjà, on était associés dans l'écurie Vivaldi, mais en plus, l'écurie Vivaldi elle-même ne prenait que 25 ou 30% ou 50% du cheval. Ce qui fait que quand on avait 30 000 euros à investir, au lieu d'acheter 100% d'un cheval à 30 000 euros, on achetait 30% d'un cheval à 100 000 euros. Et statistiquement, on avait plus de chances d'avoir un bon cheval. Et en plus de ça, ça coûtait 3 fois moins cher à entretenir. Donc, oui, parce que les frais étaient divisés par 3. Exactement. Et donc, c'est un club d'investissement qui prend des participations dans des chevaux et dans tout type de chevaux. C'est-à-dire que non seulement des chevaux qui courent, mais aussi des parts d'étalons qui vendent donc des saillies, des parts de poulinières qui font donc des petits qui peuvent être vendus. Et comme ça, si vous voulez, donc... on a l'occasion de voir des chevaux qui courent pendant le printemps, l'été, d'aller voir les étalons pendant l'hiver, de voir les naissances fin d'hiver, début de printemps, de participer aux ventes à la fin de l'année, etc. Donc, c'est les 4 saisons. Et quand j'ai dit ça à ma femme, voilà mon projet, elle m'a dit « Ah, bah, c'est comme Vivaldi ». Et je me dis « Tiens, je vais l'appeler l'écurie Vivaldi ». Voilà. Top, belle histoire. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut gagner de l'argent ? C'est la grande question. C'est la grande question qu'on se pose. Alors la réponse est que si on a ça en tête, faut pas le faire. C'est un investissement à risque. Mais alors, à chaque fois, tout ce qu'on dit, c'est vous savez, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Mais enfin bon, on a créé le truc en 2017, en 2022. On avait des actifs de 250 000 euros de chevaux en 2017. Et cette année, là, j'ai fait mon AG 2021 hier avec les actionnaires. On a 980 000 euros d'actifs chevaux. C'est-à-dire, et les actionnaires n'ont jamais touché un seul dividende, mais ils n'ont jamais remis au pot non plus. D'accord. Donc si vous voulez, on est passé de 250 000 euros d'actifs chevaux à 980 000 euros de chevaux. Mais on est 28 actionnaires au lieu d'être 20 aussi. Donc, il y a eu... Donc, si vous voulez, on a fait fructifier le truc, quoi. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a commencé avec une action qui valait 500 euros. Aujourd'hui, l'action, elle vaut 629 euros. Donc, potentiellement, on aurait gagné là. Ça se trouve, ça a été bien géré parce que c'est très, très réparti. C'est réparti sur 35 chevaux. Ok. On arrive à s'en sortir, à ne pas perdre d'argent, etc. Et on se fait énormément plaisir, on découvre le truc et on se fait un réseau formidable parce que j'allais te le demander parce que du coup c'est pas 1 million entre soi, mais quasiment, du coup, j'imagine un bon réseau à se faire parce que les personnes qui s'intéressent
au cheval sont plutôt des personnes qui ont des postes ou de grandes responsabilités. Oui, oui, absolument. Ben, puis les gens viennent d'horizons différents, mais ils ont tous un peu de moyens, enfin bon. Ils rencontrent, ils font du business. Moi, j'ai des banquiers, des notaires. Le notaire, il est devenu le notaire de tout le monde, des gens qui font de l'immobilier, comme ImmoCities, et qui ont créé une SCI avec d'autres membres de l'écurie Vivaldi. Et puis c'est sûr que quand vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'un peu important, j'avais le temps, vous dites venez dimanche à Longchamp, je vous invite dans ma loge. C'est plus sympa. Voilà, c'est un peu voilà. Ouais. Donc c'est un bon moyen de réseauter, je dirais aussi. Oui. Ok, donc du coup pas de redistribution parce que alors c'est pas la stratégie. Non, c'est voilà. Non, mais après, c'est en AG, on leur demandait à chaque fois qu'est-ce qu'on fait, et ils décidaient. Ils veulent pas, ils veulent continuer. Voilà, ils avaient envie de continuer, etc. Alors il se trouve que là, au bout de 5 ans, on arrive un peu au bout d'un cycle, et que c'est vrai que là, on a de très bons chevaux. Il y en a même un là dont on pense qu'il va pouvoir courir le Jockey Club cette année et tout. Enfin bon, et que une trentaine d'investisseurs avec 35 chevaux. Ça a l'air d'être donc peut-être qu'on va commencer à engranger là et plutôt. C'est vrai qu'il faudrait peut-être arbitrer dans le. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, comme on a envie de rester ouvert, open, et à ce qu'on ait toujours des gens qui puissent nous rejoindre, on a créé une filiale qui s'appelle la Vivaldi Academy, qui permet d'avoir une espèce de deuxième club d'investisseurs qui soit conjoint au premier et qui participe au même type d'événements, mais qui permettent c'est comme si on créait un deuxième fonds, en fait. Quoi. Ouais. Voilà. Et c'est de 2500 €, c'est ça, par an. Voilà, 2500 €, mais c'est par an, et avec un... Ça, c'est vraiment pour les types d'investisseurs qui se disent « Moi, j'y connais rien, j'aimerais bien, mais je suis pas sûr d'avoir envie, etc. » Et ben, vous nous rejoignez, vous mettez 5 000 € en caution, vous mettez 2500 € de cotisation annuelle, quoi. Et au bout d'un an, si vous dites non, ça m'intéresse pas du tout, vous récupérez vos 5 000, ça vous a coûté les 2005, mais c'est comme une adhésion. C'est comme une adhésion golf au tennis. Mais vous avez participé à toutes les activités de l'écurie, donc visite de haras, vous allez aux courses, vous voyez les chevaux à l'entraînement, vous vivez le truc, vous êtes sur la boucle WhatsApp, vous faites toutes les enfin, vous rencontrez tout le monde, vous voyez tous les professionnels, etc. Vous vivez le truc de l'intérieur, et au bout d'un an, vous savez si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous êtes admis à acheter des actions de l'écurie Vivaldi à un prix préférentiel, et vous récupérez vos 5 000. C'est quoi, c'est une SAS ? C'est une SAS, oui. Okay. Un capital variable. Ok. Donc assez facile. Il y aurait pas un montage un peu plus. Tout à l'heure, je parlais de crowdfunding parce qu'effectivement, dans le crowdfunding, on peut faire plein de trucs, notamment soit ce système-là avec des SAS à capital variable, soit sinon, on peut faire une redistribution sous différentes formes. Un peu une obligation, quoi. Alors ça c'est justement ça. On a créé une autre filiale qui s'appelle Vivaldi Trading. Alors là, qui est vraiment faite pour faire du commerce, ce qu'on appelle des coups de commerce, c'est-à-dire on achète des chevaux qu'on revend moins d'un an après, quoi. D'accord. On achète des chevaux, on leur donne une perf et on les revend après en visant vraiment une plus-value. Et là, on s'est donné un objectif de faire de rapporter 15%, quoi. Donc ça, c'est l'objectif sur... C'est vraiment un objectif de faire des coups de commerce et de rapporter de l'argent et de redistribuer des plus-values aux actionnaires, quoi. On pense que c'est possible, à condition de se donner cet objectif-là dès le début. C'est moins de plaisir, parce que vous achetez le cheval, vous le revendez, vous n'avez pas le temps de vous attacher, de le suivre. Enfin, il ne faut pas d'ailleurs, parce que voilà. Oui, voilà. C'est un milieu où, comment dire, le cheval est c'est malheureux de dire ça, mais un produit, quoi. Enfin bon, après c'est un être vivant. Non, justement non. C'est-à-dire si vous les gardez, que vous les accompagnez, que vous allez les voir aux courses, que vous suivez
leur vie de A à Z. Nous, on est partenaire d'une association qui s'appelle Au-delà des pistes, justement, qui recase les chevaux après les courses dans d'autres disciplines comme le concours complet, le concours de saut d'obstacle ou le dressage, etc. Nous, on suit nos chevaux de début à la fin dans l'écurie Vivaldi, la première. Et donc là vraiment, et c'est pour ça que parce que ça gagne moins, parce que justement, on s'occupe d'eux, de leur retraite, etc. Et tout. Donc là, vraiment, on est c'est très race and care, comme on dit. Donc on fait très, très attention à nos chevaux. Ils comptent beaucoup pour nous. On s'attache, on les aime, qu'ils soient bons ou pas bons d'ailleurs. Enfin bon, donc ça n'a rien à voir. Mais il y a un profil d'investisseur qui me disait, mais dans ce truc-là, dans ce milieu-là, il y a possibilité de gagner de l'argent si on fait manière froide, un peu plus froide. De manière froide. Alors, j'ai créé la filiale qui va bien pour faire ça, avec les 2 top niveaux. Alors là, on est sur les 2 univers. On est sur l'univers des courses et sur l'univers des sports équestres. Ok. Donc, saut d'obstacle, etc. Voilà. Et on est sur l'univers des sauts d'obstacle. Donc, j'ai associé le meilleur entraîneur français qui s'appelle Jean-Claude Rouget au meilleur cavalier de saut d'obstacle français qui s'appelle Kevin Stott. Et on achète des jeunes chevaux, on leur donne une perf, et juste après, ils passent en vente chez Arcanin, quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, là, la perspective de plus-value sur le cheval... Alors, l'objectif, c'est 15%. 15%, donc, sachant que, il y aura des plus et des moins, normal. Exactement. C'est-à-dire que c'est sur un cheval donné, vous pouvez gagner... x2. Voilà. Je sais pas, je vais vous donner des exemples. On vient d'avoir là 500 000 euros d'offres sur un cheval qu'on a acheté 70 000 euros il y a 18 mois, quoi. D'un cheval de course, et on a vendu un cheval de saut d'obstacle 300 000 euros à 6 ans. On l'avait acheté 90 000 euros l'année d'avant, quoi. Donc, ok. Voilà, il y a des coûts à faire. Ça, c'est un peu pas anormalités, mais des bons coups. Après, la moyenne, c'est effectivement, ça se rapproche de ce que tu dis. Alors, si vous sélectionnez bien et que vous travaillez, tout dépend avec qui vous travaillez, en fait. Il faut travailler avec des vrais pros. Mais c'est le cas, hein. C'est-à-dire que, en fait, on travaille avec Jean-Claude Rouget, Kevin Stott, et pour la vente avec Arcanin, qui est l'organisme de vente, c'est le Richelieu Drouot du cheval, quoi. C'est pas le Richelieu Drouot. C'est le comment ça s'appelle, la vente aux enchères Sotheby. Ouais, enfin bon, voilà, c'est voilà. Et donc, si vous travaillez avec des gens bien, en leur donnant cet objectif-là de plus-value, on n'achète pas le même type de chevaux, et puis on se fixe ça, et vous y arrivez. Une fois sur 3, vous faites une grosse plus-value. C'est vraiment à la louche, hein. Une fois sur 3, vous en faites une toute petite. Une fois sur 3, vous perdez, quoi. Donc, grosso modo, ça donne à peu près, dans le business model, à peu près 15% de rendement. Voilà. Tu disais, c'est une vente aux enchères avec un prix de réserve. C'est ça ? Ça se passe de la façon suivante. Dans les ventes aux enchères, dans les ventes aux enchères, après toutes les ventes aux enchères de chevaux se passent sans réserve. Il n'y a pas de réserve. Non. Le cheval peut avoir, il pleut ce jour-là, il n'y a personne, il y a 3 enchères. Non, mais c'est à l'acheteur lui-même de défendre son cheval comme il le sent, quoi. Ok. Voilà. Alors pourquoi il n'y a pas de réserve ? C'est parce que, en fait, le marché du cheval, il est très volatile. Et d'un moment à l'autre, si vous décidez d'une réserve à un certain moment et qu'en fait, dans la semaine, il y a eu un truc qui ne va pas, etc. et tout, peut-être que vous seriez vendeur à moins cher, mais que finalement... Donc, il n'y a pas de réserve, et c'est vous débrouiller vous-même pour enchérir sur votre cheval, quoi. Ok, d'accord. Donc c'est très libéral comme milieu. Oui. Ça existe, je pose une question qui me vient en tête comme ça... qu'on achète un cheval à 500 000 euros, est-ce qu'il y a une certaine garantie, un peu comme une assurance ou c'est un investissement à risque, hein, tout à fait. Mais après, dans le monde des entreprises, quand un fonds achète une entreprise, ou en tout cas rentre au capital d'une entreprise, donc il y a les due diligence, donc on étudie un peu la boîte, de la même façon qu'on regarde un peu les origines du cheval, j'imagine, et puis son carnet de santé, il doit en avoir un également. Oui. Et après, il y a ce qu'on appelle la gap, c'est-à-dire qu'on achète, on achète l'entreprise et il y a une garantie d'actifs passifs, c'est-à-dire qu'en gros, le vendeur va garantir certaines choses, dont notamment, je déclare que
je sais pas, je dis une bêtise, que je suis à jour de mes cotisations URSSAF. Bon, là, avec le cheval, je déclare que ce cheval-là n'a jamais eu telle ou telle maladie, telle ou telle problématique. Si ça s'avérait faux, à ce moment-là, je lui dois de me rembourser une partie du prix parce que... Alors là, c'est très encadré par la loi un peu, c'est-à-dire que vous avez une garantie de vice cachée, vous avez une garantie de vice rédhibitoire, vous avez une visite vétérinaire que vous devez faire avant, enfin bon, voilà. Et donc, quand vous avez fait la visite vétérinaire et que vous êtes garanti contre les vices cachés, c'est-à-dire que si le cheval il a un vice qui l'empêche d'être utilisé pour la raison pour laquelle vous l'avez acheté. Donc, si vous avez acheté une poulinière, elle ne peut pas faire de bébé, ou si vous avez acheté un cheval de course, il ne peut pas courir, etc. Et si c'est un vice dont on détermine qu'il était déjà présent avant, mais qu'il a été plus ou moins planqué, voilà, là, vous pouvez casser la vente, oui, bien sûr. Ok. Oui, donc c'est une vente à risque. Alors, maintenant, les garanties, est-ce que les personnes peuvent vous garantir que le cheval va gagner des courses? Non, ça, on sait rien. Voilà. Ça, ce qu'on vous garantit, c'est qu'il sera capable de courir, quoi. Oui. Ça, voilà. Enfin, si vous achetez un cheval dit à l'entraînement, un yearling, non. Hein. C'est-à-dire quand vous l'achetez bébé, l'éleveur, il l'a élevé. Peut-être qu'il sera con, il courra jamais. Peut-être qu'il pourra, voilà, qu'il sera inentraînable, ça on peut pas savoir. Hein. Donc voilà. Mais par contre, il n'y a pas que le yearling. Vous pouvez acheter des chevaux à l'entraînement, vous pouvez acheter des chevaux. Après, il y a tout un marché sur les chevaux qui ont déjà eu des performances. Par exemple, les Américains aiment bien acheter des chevaux français qui ont gagné tel et tel type de catégorie de course en France parce qu'ils se sont aperçus que derrière, aux États-Unis, ces chevaux-là, ils performaient beaucoup. Donc il y a tout un marché de chevaux comme ça. Évidemment, ces chevaux-là, qui ont déjà des performances, des choses comme ça, apportent plus cher. Oui, parce qu'ils apportent une garantie que le yearling n'a pas. Voilà. Et d'ailleurs, le cheval va avec le jockey ou on s'en fout? Non, alors, les jockeys sont tous des grands professionnels. Alors, évidemment, il y en a des bons, des moins bons, évidemment. Mais je veux dire, théoriquement, le jockey il doit s'adapter à beaucoup de chevaux, même si il y a des chevaux particuliers avec lesquels on aime bien créer des couples. Alors, c'est pas du tout la même chose dans les sports équestres, hein, où le sport équestre est moins basé sur la qualité du cheval, la qualité intrinsèque du cheval, que du travail qui a été fait avec le couple cavalier-cheval pendant des années. Et donc là, évidemment, le cavalier est très important. Le cheval de course, on l'utilise pratiquement comme il y a très peu de dressage. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est quelles sont les qualités intrinsèques du cheval. Donc on espère pratiquement que le jockey ne va pas avoir trop d'influence. Ouais, d'accord, ok. Je pensais qu'il y avait une sorte de relation... je sais pas, il sent. Alors la relation, elle existe plutôt avec la personne qui s'en occupe tous les jours au quotidien et qui le monte le matin, ce qu'on appelle le matin l'entraînement. Okay. Mais le jockey, c'est le pilote, il arrive au moment de la course. Alors c'est pas tout à fait vrai. Quelquefois, il y a des jockeys qui donnent ce qu'on appelle des galops de préparation, mais en général, le jockey, moi j'ai un cheval qui a couru la semaine dernière. Le jockey, qui s'appelle Olivier Pellier, il l'a découvert en course. Quoi. Ah bon, ouais. Et oui, il a gagné. Bien. D'accord, ok. Je pensais que c'était. C'est assez froid, quoi. C'est-à-dire que tiens, un cheval monte dessus. Et non. puis, Non. La relation, je parle de la relation. La relation jockey et canasson, quoi. Alors, c'est pas parce qu'elle est brève qu'elle est froide. Hein, je veux dire, c'est pas forcément. Faut pas confondre intensité et durée en amour, je pense. Ouais, c'est bien dit. Et du coup, parce que acheter le cheval, c'est un compte. Après, du coup, j'imagine qu'il y a des coûts d'entretien, des charges qui sont forcément... ils s'amortissent pas, mais on va dire qu'ils deviennent de moins en moins importantes plus on a de chevaux. Non, ça par contre, le cheval... c'est 1 + 1 = 2, il n'y a pas d'économie d'échelle. Ils mangent tous la même chose et ils sont tous montés le même... Non, ça, il n'y a pas d'économie d'échelle. Oui, il n'y a pas d'économie... Bon, par exemple, non, on ne partage pas le box... Non, on les met pas à deux dans le même box. Non. Pas à deux dans le même box, je sais pas, au niveau du personnel, peut-être. Malheureusement, non, c'est du temps passé, en fait. Je vous parlais de la relation. La relation, c'est du temps passé, en fait. D'accord. Donc, un cheval... Si vous passez un quart d'heure par jour avec votre cheval et que le reste du temps, vous le mettez dans un marcheur ou dans un paddock, il n'y a pas de relation, quoi. D'accord. Donc, et la relation, elle est extrêmement importante. Ok, donc... Parce que le cheval, lui, jamais il sera conscient des objectifs que vous êtes fixés avec lui. Oui. Quand vous dites « j'ai acheté ce cheval pour gagner l'Arc de Triomphe », jamais vous arriverez à lui faire comprendre ça, quoi. Mais par contre, dans une relation savamment orchestrée, vous arrivez à lui faire
à lui faire épouser, enfin à le faire adhérer à des objectifs qui lui seront propres, mais qui seront parfaitement en phase avec les vôtres d'un point de vue de la performance. C'est-à-dire que le cheval va se donner à fond et va aller presque au-delà de ses capacités limites, pour courir pour vous, quoi. Et ça, c'est de la pure générosité et du pur amour par rapport à la qualité de la relation que vous lui avez donnée. Parce qu'il ne le fait pas pour gagner l'Arc de Triomphe. Il s'en fout. Il ne sait pas. Il le fait pour vous, quoi. Oui. Et ça, c'est admirable. C'est absolument génial, quoi. Et il le fait parce que ça l'amuse, parce que vous avez réussi à lui faire intégrer le fait que c'était vachement marrant d'aller battre les autres. Et ça, c'est tout un art, quoi, de faire ça. Et c'est basé sur une relation d'une qualité absolument extrême, quoi. Ouais. Bon, il y a... C'est difficile, c'est même impossible d'obtenir une performance de haut niveau avec un cheval que vous martyrisez ou que vous maltraitez. Ça n'existe pas. Ouais. Bon, il y a très longtemps, j'avais vu les cravaches qui étaient un peu... Mais c'est pas ceux qui gagnaient. Hein. Non, c'est vrai qu'au final, c'est pas ceux qui gagnaient. Non. Ouais, c'est un aveu. C'était il y a longtemps, ça. Taper sur le cheval, c'est un aveu de faiblesse. Hein. Ouais. Je n'y arrive pas, donc je tape dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'avais vu ça. Si vous tapez, vous avez perdu déjà. Tac. Voilà. Oui, en réalité, c'est ça. Taper, c'est perdre. Ok. Une scène internationale, j'imagine. Il n'y a pas qu'un marché franco-français. Ah non. Le marché est complètement international, oui, bien sûr. Oui. Il y a les Américains qui adorent ça, les Japonais qui adorent ça, les Australiens qui adorent ça, évidemment les Anglais qui adorent ça, les princes arabes qui sont venus très forts dans les années 80, qui ont investi beaucoup. Il y a des fortunes grecques. Des chevaux qui... Il y avait aussi des oligarques russes. Maintenant, voilà. Bon. On n'en parle plus. Peut-être des bonnes affaires. Et voilà, donc non, c'est un marché tout à fait international et la France pèse un peu. Et d'ailleurs, même dans les ventes à Deauville, vous avez toute une clientèle internationale qui vient, qui achète des chevaux. Même beaucoup d'entre eux les laissent à l'entraînement en France parce que la qualité de l'entraînement et des courses en France est très bonne. Donc c'est une activité qui est extrêmement bonne pour le commerce extérieur français, quoi. Okay. C'est à la fois du commerce extérieur et de la création de main-d'œuvre en France. Derrière la filière cheval, il y a 75 000 emplois. Hein, donc, c'est ce que j'ai te posé comme question. Parce que y a le haras en lui-même est une entreprise à part entière, presque. Le centre d'entraînement, les hippodromes, les maréchals ferrants, les cavaliers d'entraînement. Et il y a beaucoup d'emplois. D'ailleurs, il y a un hashtag en ce moment, la filière recrute. Je veux dire, il y a plein d'opportunités de job dans le monde du cheval. Alors, faut aimer ça, faut être passionné. Comme tous les métiers de passion, c'est aussi un métier dans lequel on compte pas ses heures, mais c'est extrêmement... enfin, ça apporte beaucoup de satisfaction, je pense, à ceux qui le font bien, oui. Ok. Et évidemment, dans ta communauté, donc, compris que tout le monde était... s'ils n'étaient pas encore amoureux de cette discipline, enfin en tout cas de tout ce qui tourne autour de cet univers-là, ils le feraient pas. C'est effectivement, Alors il y en a beaucoup qui sont venus, qui avaient des velléités comme ça, parce que l'univers les intéressait sans ils connaissaient pas. Et puis ils sont piqués au jeu, et maintenant ils adorent ça. Ouais. Mais au début, c'était beaucoup de curiosité. Ouais. Alors il y en a quelques-uns qui ont arrêté, mais bon, voilà. Ok. Le profil un peu, parce que ceux qui ont arrêté, c'est quoi ? C'est parce que la passion ne prenait pas, parce que le rendement au final, cette allocation leur correspondait pas. Alors donc avant que je crée Vivaldi Trading, c'est une création très récente, donc il n'y avait pas d'objectif de rendement. Hein. Donc il n'y a que dans Vivaldi Trading que j'ai mis cet objectif de rendement. Donc dans l'écurie Vivaldi, je leur disais, au moins on va essayer vous allez passer du bon temps, faire du réseau, découvrir le truc, et on va essayer de ne pas vous en faire perdre de l'argent. C'est déjà pas mal. Voilà. Et puis il se trouve qu'on en a gagné, quoi. Mais bon, voilà. Et donc c'était pas tellement ça, c'est surtout en général c'est des gens qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps à y consacrer, et que c'est vrai que si vous y consacrez pas un peu de temps, si vous avez pas le temps d'aller de temps en temps voir vos chevaux à l'entraînement, si vous n'avez pas le temps d'aller les voir courir, si vous faites que les regarder à la télé, si vous n'avez pas le temps de leur flatter l'encolure,
de leur souffler dans les naseaux, d'aller discuter avec les entraîneurs, de rencontrer les jockeys, les gens qui s'en occupent tous les jours le matin, discuter avec eux, etc. Si vous n'avez pas de temps à consacrer à la visite des haras et voir les petits poulains qui sont nés, etc., ça c'est des moments fantastiques. Si ces moments-là, vous n'avez pas le temps de les vivre parce que vous êtes trop occupé, vous vous rendez compte que les autres le vivent, ils ont mis autant d'argent que vous, et que les autres, ils vivent un truc que vous n'avez pas le temps de vivre, c'est un peu frustrant, quoi. Voilà. Donc, c'est ceux qui sont partis, c'est surtout ça, quoi. Ok, ouais. Et du coup, moi, si j'investis dans Vivaldi Trading, je peux, je sais pas, le dimanche, je prends ma bagnole, je vais à Deauville, je peux aller voir les chevaux, je peux... Alors, peut-être pas le dimanche, mais... Non, enfin, vous me parlez, puis on organise le truc, quoi. Ok, où il y a, j'imagine, des choses un peu organisées, je sais pas, une fois tous les... porte ouverte, quoi. Voilà, alors s'il y a des choses un peu organisées, et puis il y a des choses sur mesure, donc il y a des choses un peu organisées régulièrement, ne serait-ce que parce que, je sais pas, aller voir un petit poulain qui vient de naître, il faut attendre qu'il soit né, quoi. Voilà, donc, voilà. Et puis parce que les entraîneurs, les gens qui s'occupent les professionnels qui s'occupent des chevaux, ils ont des horaires, des choses qui font que ils ont pas, c'est difficile de les déranger à l'impromptu. Donc il faut que ça s'organise un petit peu. Et puis si vous m'appelez en me disant voilà, je dispose de 2 jours, là j'aimerais bien qu'on fasse le tour de nos chevaux, on le fait toujours, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est encore assez humain et Ah oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que dans le futur, comment tu vois l'avenir autour de cet univers-là parce que, je sais pas, je pourrais acheter un NFT cheval. Ah oui, absolument. On est en train de travailler sur des projets de courses et de NFT, de courses virtuelles, et choses comme ça. Ouais. Alors pour l'instant, c'est encore dans les balbutiements, mais enfin, ça commence à venir, oui, tout à fait. D'accord, je pourrais avoir ma carte Vivaldi avec un token derrière. Et pourquoi pas, voilà. On est en train d'y réfléchir. Alors pour l'instant, c'est les premiers balbutiements. On est en train de travailler avec des partenaires sur ce genre de concept. Ouais, parce que même acheter un cheval et sous forme de token, ça me semble pas. Voilà. Alors, je pense que ce qu'on fera plutôt, c'est associer des tokens à des chevaux réels, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais parce que des chevaux virtuels, je pense que ça, c'est pas très. Enfin, c'est peut-être l'avenir. Mais je pense que vraiment le contact avec l'animal, il est. Non, mais il est important. Il est primordial, quoi, dans le plaisir. Je suis assez d'accord. Puis bon, ça fait sens. Enfin, bon, à mon avis, je pense que le token soit adossé à quelque chose qui est un actif réel. Un actif réel. Et en plus, là, on parle d'un être vivant. On peut investir dans des tokens notamment sur des stars, des humains. En disant voilà, je parie sur ce chanteur en pensant qu'il réussira dans sa carrière. De la même façon, je peux investir sur ce cheval. Alors déjà, dans les courses, ça existe, et ça n'existe pas en France malheureusement, mais ça existe dans les autres pays où il y a des bookmakers, ça s'appelle l'antépost betting. D'accord. C'est-à-dire, vous pouvez bien dire, tiens, j'ai un poulain que j'ai vu là qui vient de naître, je parie que dans 2 ans, il va gagner le derby d'Epsom. Et le bookmaker, il vous le prend à 1000 contre 1. Ok. Voilà. Ça, donc c'est assez facile à adapter, quoi. Donc, oui, complètement. Ok. Top. Si on veut te contacter ou en savoir plus, parce que ça a l'air quand même d'être un milieu de passionnés et surtout passionnant, et je pense qu'on mériterait... Il y a un site internet, donc www.écurie-vivaldi.club. Et puis il y a toutes les coordonnées dessus, il y a la liste des chevaux, il y a combien ça coûte, qu'est-ce que ça peut rapporter, pourquoi il faut venir dedans, etc. Alors dans écurie-vivaldi.club, alors il y a 4 écuries grosso modo. Il y a l'écurie Vivaldi dont on vient de parler beaucoup là sur les courses. On a fait le pendant dans le jumping aussi pour ceux qui préfèrent les sports équestres aux sports hippiques, puisque l'hippique c'est plutôt les courses et l'équestre c'est le saut d'obstacle. Enfin, c'est les sports équestres, c'est les sauts d'obstacle, le dressage, les sports olympiques, je dirais. Ouais. Alors là, on a monté un truc avec Kevin Stott qui s'appelle Vivaldi Jumping, où là, c'est pareil, on a investi dans des chevaux de très très bon niveau. On en a une qui a gagné un CSI 3 étoiles là, au Portugal et qui court le saut Hermès là dimanche, qui s'appelle Chepeta, avec Kevin Stott.
Donc ça s'appelle Vivaldi Jumping, c'est une filiale, une autre filiale. La troisième filiale dont on a parlé, c'est Vivaldi Trading. Là, c'est vraiment où on mélange les deux pour vraiment faire des coups de commerce et s'amuser à faire du trading, quoi. Ouais. Et puis donc cette fameuse filiale Vivaldi Academy, pour ceux qui sont hésitants et qui préfèrent mettre un petit ticket pour voir, mais qui savent pas trop, etc. Donc là, avec Vivaldi Academy, vous avez 1 an d'essai, quoi. Et après, derrière, vous n'avez pas perdu votre temps, parce que si vraiment, soit ça ne vous intéresse pas, vous partez, ou soit ça vous intéresse avec d'autres, et puis vous partez de la même manière, ou ça vous intéresse tellement que vous avez envie de vous lancer tout seul, et vous n'avez pas besoin d'écurie de groupe, c'est pareil, vous partez. Possible. Mais si vous voulez y rester, vous avez d'entrée de jeu, parce que vous avez cette année dans la Vivaldi Academy, des conditions préférentielles pour acquérir des actions dans l'écurie Vivaldi. Ok. Voilà. Qui a donc l'action, il y a 3 ans, elle était à 500 €, elle est à 629 là ce matin. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. D'accord, donc risqué. Toi, tu définis le risque est quoi? Mesuré ou c'est mon obsession de tous les jours, quoi. J'essaie de faire en sorte que ça soit géré au cordeau. Ça veut dire qu'il ne faut pas garder les chevaux qui ne sont pas capables d'être commercialisés trop longtemps. Il faut leur trouver donc d'où l'association avec Au-delà des pistes qui leur trouve des reconversions qui permet de... C'est-à-dire quand vous avez un cheval même que vous avez payé cher, que vous apercevez que jamais vous pourrez en faire rien, il vaut mieux quasiment le donner à quelqu'un contre bon soin, quoi, pour être sûr que le cheval sera bien traité, plutôt que d'essayer de gagner 3 francs 6 sous. Ça ne sert à rien, ils perdent du temps. Donc c'est géré un peu au cordeau, et puis je suis entouré d'excellents professionnels, ça c'est sûr, avec lesquels les relations sont pas toujours faciles, mais bon, c'est plutôt sympa. Et puis on a eu un coup de chance tous les ans, quoi, un peu de chance tous les ans. Et un peu de réussite. Mais c'est un peu la sérendipité, c'est-à-dire que quelque part la chance, elle passe pour tout le monde, et si vous n'êtes pas prêt à la saisir, c'est tant pis pour vous, quoi. Donc il faut toujours se tenir prêt à saisir la chance qui arrive. Mais ça, c'est comme dans tous les investissements à risque, je pense. C'est vrai. Bon, top. Merci pour toutes ces infos. Sur ce monde que je connaissais pas. Merci à toi. J'en sais un peu plus maintenant. Et je mettrai les coordonnées de Vivaldi, donc écurie-vivaldi.club. Merci Didier. Puis du coup, merci aussi aux auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Voilà, j'espère qu'on n'en a pas perdu beaucoup en route. Non, mais ça va. C'est même une personne qui connaissait pas grand-chose, j'ai réussi à suivre, donc je suis sûr qu'il y a des personnes qui se connaissent beaucoup plus que moi. Et puis, quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve pour un nouvel épisode jeudi. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao. Merci, au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager Club Deal autour de vous et à me laisser une note 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. Vous savez, ça m'aide énormément à remonter dans les classements. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire sur LinkedIn, Loïc Audet, ou sur Instagram, Loïc-OD, AUDET. C'est avec le plus grand des plaisirs que je répondrai à toutes vos questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.